Chers tous, j'avance. Je voudrais ce soir vous témoigner des 173 partages que j'ai eus jusqu'à ce soir, depuis le début de cette étrange période. Vous savez que j'ai lancé une opération de partage autour des conséquences du confinement et de cette distanciation sociale sur notre lien, notre représentation du lien. Et de ces 173 partages, je tire 2 pistes d'appui que je voudrais vous confier. La première, que je développerai, je vous les annonce toutes les 2, puis je développerai ça juste après. La première, c'est mesurer, pourquoi comprendre la situation ne nous suffit pas. Voilà, ne nous permet pas d'accéder à un apaisement. Et la seconde, le second point d'appui, la seconde piste d'appui que j'ai envie de développer avec vous, c'est comment nous pourrions retrouver notre capacité à choisir dans une situation dans laquelle les règles sont contraintes et, et se rigidifient par leur contrôle. D'abord, le contexte de tout ça, vous le savez, la progression du Covid-19 nous confronte quotidiennement à, d'une part, la présence des masques un peu partout, et ces masques, cette présence physique, de mon point de vue, elle est une forme de séparation à bas bruit qui est en réalité quelque chose d'assez fracassant, assez fracassant de sens. Cette séparation à bas bruit, parce que oui, finalement, il y a peu de choses qui nous séparent, elle montre bien qu'à travers la distance physique, notre émotionnel, lui, n'est pas séparé et nous sommes en écho, voilà, en écho avec ce qui se passe. La deuxième composante de cette période dans laquelle nous perdons un peu sens, c'est l'afflux d'informations, une augmentation exponentielle des données, le nombre de morts, euh, la rigidification des mesures de contrôle, le manque de matériel dans les hôpitaux. Enfin, il y a des choses qui sont complètement révoltantes. Et l'ensemble de ces commentaires des événements vient nourrir la peur. Et il y a quelque chose de paradoxal dans notre envie, notre appétence d'avoir des informations, et en même temps, le paradoxe vient du fait que cette appétence d'aller chercher des informations pour comprendre, elle nous coupe de nos ressources intérieures, et on ne voit pas ça. Dans cette volonté de comprendre, on ne saisit pas qu'il y a cet endroit qui ne produit pas de sens. Et le troisième élément qui m'apparaît être caractéristique de cette période, c'est ce que j'appelle l'assourdissant silence, comme si le silence était extrêmement bruyant, lié au confinement. C'est-à-dire que les rues sont vides, les rues sont désertes, ou quasi, et les distances que nous gardons, et tant mieux, je ne suis pas du tout en train de prêcher l'inverse, je suis en train avec l'ensemble des personnes avec qui je discute, de faire un état de la situation, un état des lieux, une sorte de photographie vidéo de ce qui se passe, et de mesurer combien dans ces files d'attente, la distance, qui était appelée la distanciation sociale, crée une sorte de ouate, une espèce de nous enveloppe d'une nature très particulière. Et ces éléments-là, on peut en sentir la conséquence, et ces éléments viennent alimenter notre confusion. Ils viennent alimenter la rupture avec nos repères, notre manière de nous relier aux autres est pas du tout conforme avec ce que nous avons l'habitude, quelque chose qui vient nous heurter profondément. Et à partir de ces constats, de ces partages, les pistes qui pourraient être des points d'appui, ce serait d'une part saisir, mesurer que la compréhension par le mental, par le cognitif, par nos facultés réflexives, elle nous apporte pas d'apaisement. C'est-à-dire que nous cherchons à sortir de l'incertitude en réfléchissant, en compilant des informations, en échangeant toujours des données quantitatives, des données mesurées, parfois même en ruminant. Et pourtant,
ça n'aide pas à trouver l'apaisement. Au contraire, chercher à comprendre, ça ne nous donne pas ça ne nous donne pas de clé. En pensant à ça, je peux témoigner de cette distance que crée la pensée. Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans un univers extrêmement violent, des relations très très conflictuelles, et j'ai cherché à comprendre pourquoi des gens qui s'aimaient, je sentais bien l'amour, c'est des gens qui s'aimaient n'étaient pas capables bah voilà, de se parler avec respect et de se considérer. Et je voyais bien enfant que cette, mon cerveau, même si c'était un cerveau d'enfant, ne m'aidait pas. C'était pas ça ma ressource, c'est pas ça qui allait m'aider à sortir de cette situation. Et la piste par rapport à comprendre cette histoire-là, comprendre que la compréhension est un élément important, mais il n'est pas suffisant. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose à s'entraîner. J'ai envie de nous inviter à nous entraîner, à voir que nos pensées sont de nature différente, et, et comment on peut faire pour nous autoriser à nous débrancher. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de fuir de ce qui se passe, mais ouvrir un regard plus large. Et dans les partages que j'ai eus depuis le début, différentes stratégies se mettent en place. Un regard, par exemple, autour de la nature printanière, les pâquerettes sont présentes, les oiseaux, par chance il fait beau, donc les oiseaux sont très présents. Et ce retour à la nature, ce retour à... Parfois, certains m'ont expliqué combien ils se connectaient à leur souffle, combien ils pouvaient entrer en contact avec le battement de leur cœur pour revenir à une autre réalité, à une réalité tout aussi tangible. Et dans ce premier point d'appui sur l'idée de se détacher de la compréhension, c'est-à-dire, ok, chercher des informations et puis s'en extraire, c'est l'idée que mesurer que nos pensées, nous avons la possibilité d'agir sur nos pensées. Et en fonction de la nature de mes pensées, si je focalise sur un nombre de morts, ou si au même moment, alors que les informations sont celles-là, je tourne, je turn off, je débranche le poste d'information, de télévision, et que ben, je reviens à moi, je reviens à ce que ça me fait, à cette peur terrible que ça peut engendrer, alors je peux m'autoriser à rentrer en contact avec le vivant qui est là, qui est en moi, et cette possibilité-là, ça n'est pas fuir ce qui se passe, c'est juste revenir, peut-être découvrir, peut-être aller à la rencontre d'un lieu que notre éducation a complètement refoulé, qui est le lieu, ben voilà, des vibrations profondes. Nous sommes mus par ce qui se passe, et nous ne nous limitons pas à notre cerveau, pas à notre pensée. Je vous invite à revenir à nos sensations corporelles, à peut-être une certaine lenteur, peut-être une certaine capacité à un regard intérieur, et sentir que ça existe. Et lorsque je fais ça, lorsque j'entre en contact avec juste les quelques secondes de ma respiration, yeux fermés, je vois bien que quelque chose d'autre est possible. Je vois bien qu'en moi, il y a d'autres ressources, d'autres possibilités. Et ce premier appui que nous avons dressé sur le fait de ne pas s'arrêter à chercher à comprendre, elle vient se corroborer sur comment retrouver notre capacité à choisir. Et lorsque je me connecte à mon intériorité, lorsque je me connecte à la nature, lorsque je me connecte à l'oiseau que je peux entendre sur l'arbre, ou au chat, ou ce qui m'entoure, alors je peux laisser monter, oui bien sûr, mes angoisses, ma peur, et également sentir que derrière ces angoisses, cette peur, il y a un désir de vivre, il y a un désir ardent d'être en lien. Ce confinement, il nous projette dans cette réalité de notre besoin de lien. Et parmi les partages,
Alors je vous en cite 2 enfin 3 en l'occurrence, parce ils m'ont paru vraiment caractéristiques. C'est une personne, qui est infirmière en réanimation, à qui je demandais: «Comment tu fais pour, ne pas entrer dans la peur d'attraper la maladie toi-même et comment tu fais pour aller, jour après jour, à ton travail?» Et elle me disait: «J'ai pas peur, je non, je sais que je peux l'attraper, je sais ça, mais ce qui domine dans mon geste, je pourrais avoir peur, mais ce qui domine, c'est que je me relie à mon besoin d'aider, à mon besoin d'être utile à la société.» Et je trouve que ça illustre bien le choix que nous pouvons faire. Cette infirmière fait le choix d'aller en réanimation alors qu'elle, oui, elle pourrait se faire porter balle et rester chez elle, mais elle fait ce choix-là parce qu'elle sent à l'intérieur d'elle-même un moteur qui est ce besoin d'aider. Et puis je vous donne un autre partage, qui est un médecin, qui me disait, je ne suis pas un collabo, j'y vais. Et c'était extrêmement touchant parce que, bien sûr, cette notion de collabo fait allusion à la guerre, c'est-à-dire à la sémantique que Emmanuel Macron a, lapsus intéressant, Emmanuel Macron a donné lors de son allocution télévisée. Et ce qui, chez ce médecin, est à l'œuvre à l'intérieur de lui-même, c'est que son grand-père était un résistant. Et il va chercher en lui un lieu. Il pourrait céder à la peur, bien sûr, il est aux premières loges, les masques qui sont les leurs sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas toujours protégés, bien protégés. Et ce qu'il m'expliquait, c'est qu'en se reliant au souvenir de son grand-père, alors il trouve l'énergie de faire ce choix-là, d'aller au combat contre la maladie. Et ce que je veux vraiment souligner dans cet exemple-là, ce deuxième exemple, c'est que ce choix, il est fondé sur un besoin. Ce médecin, en faisant ce choix-là, il va nourrir son besoin d'appartenance, il est connecté à ses racines, il est connecté à quelque chose de très fort, très profond dans sa construction. Et on peut le rejoindre, nous aussi, que ce soit l'infirmière sur son besoin d'être utile ou ce médecin sur son besoin d'appartenir à sa lignée, honorer la mémoire de son grand-père. Et puis, une autre chose dans les discussions est apparue très fort, c'est l'idée que certaines personnes se mettent à applaudir à heure fixe, notamment dans les villes. Moi, je suis dans un lieu un peu rural, du coup, ça ne se pratique pas, mais j'ai de la chance de pouvoir le partager grâce à vous qui me le montrez. Et dans ce mouvement général d'applaudir, il y a quelque chose qui se nourrit de notre besoin de soutenir l'autre, soutenir l'effort des soignants auprès des malades. Et oui, bien sûr, c'est extrêmement touchant. Et nous sommes dans cette capacité-là. C'est Antonio Damasio qui nous invite à nous connecter à la partie émotionnelle. J'en reviens à la première clé, c'est-à-dire sentir que comprendre n'est pas suffisant. Nous avons d'autres ressources qui est notre émotion, aussi craintive soit-elle, aussi terrorisante soit-elle. Elle est à l'appui de notre capacité cognitive, elle est à l'appui de nos choix. Et dans ce deuxième point, ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que plus j'accepte la situation, plus je me détache de la lutte de ça devrait être autrement, ils auraient dû faire ça, etc. Plus je retrouve de la liberté d'agir, plus je retrouve le choix d'agir. Et ça, c'est vraiment un apport des neurosciences qui nous permettent d'aller à l'endroit de cette connexion entre nos émotions, nos sensations physiques et notre faculté cognitive. Donc pour résumer ce premier regard sur les apports que j'ai pu avoir, dont je vous remercie chaleureusement, j'ai envie de citer, je ne sais pas si j'ai son bouquin quelque part, voilà, j'ai envie de vous citer une citation de Ethel Soon qui dit même si on ne nous laisse qu'une ruelle exiguë à arpenter, au-dessus d'elle, il y aura toujours le ciel tout entier. Et oui, je trouve que voilà, c'est ça, retrouver la liberté de choix et
retrouver cette sensation de se connecter aux éléments et à plus vaste que cette ruelle exiguë. Merci, je continue, n'hésitez pas pour vos partages. Voilà, je ferai de mon mieux pour vous guider avec les outils qui sont les miens. Merci, à bientôt.